Donc, on commence maintenant le dossier numéro 3 de cette troisième conférence de gynécologie obstétrique. Donc, j'avais intitulé ce dossier « Une patiente de 28 ans vient pour le suivi de sa grossesse ». Donc, c'est un dossier sur le suivi de grossesse. Donc, question 1, la patiente vient vous voir donc, à 10 semaines d'aménorrhée et je vous demandais de détailler votre examen physique. Donc, l'examen physique commence toujours par un examen général, une prise des constantes, donc c'est obligatoire pour toutes les consultations que vous ferez pendant la grossesse, la pression artérielle et le pouls. N'oubliez pas, en fonction des patientes, de prendre un brassard adapté au bras de la patiente, d'accord ? Parce que ça peut fausser sinon le résultat. Et réflexe, moi je ne l'ai pas coté, mais brassard adapté peut être un mot-clé ou une expression cotée par certains pour le CN, donc mettez-le systématiquement. Vous êtes gynécologue, n'oubliez pas, donc faites un examen des seins, la patiente étant debout puis couchée, d'accord, inspection et palpation. Vous faites une auscultation cardiaque de la patiente, donc c'est primordial pour le premier examen de la grossesse. Vous devez le faire, même si jamais l'anesthésiste le refera plus tard à sa consultation. Vous faites un examen au spéculum, bien sûr, pour rechercher si jamais il n'y aurait pas une leucorrhée, si jamais il n'y aurait pas une anomalie au niveau du col ou des saignements. Et vous faites un toucher vaginal pour apprécier la tonicité, enfin, la longueur plutôt, la tonicité et puis l'ouverture ou non du col. Pourquoi l'auscultation cardiaque est-elle importante ? Alors, l'auscultation cardiaque est plus qu'importante, elle est obligatoire. Elle fait partie des recommandations qui ont été émises par la Haute Autorité de Santé concernant le premier examen au niveau pour la grossesse. Elle est importante parce qu'elle va permettre de dépister, de rechercher des anomalies, des malformations cardiaques, des valvulopathies chez la patiente. Les valvulopathies qui pourraient passer inaperçues peuvent être responsables de complications très sévères pendant la grossesse et l'accouchement qui peuvent parfois aboutir au décès de la patiente. Par exemple, un rétrécissement aortique peut être gravissime. Et donc c'est pour ça qu'il est primordial de dépister ce genre de choses dès la première consultation pour en avertir l'anesthésiste et mettre en place un suivi particulier tout au long de la grossesse. Éventuellement rechercher des anomalies chez le fœtus si jamais c'est quelque chose de génétique, mais bon, ça c'est pas le plus important. Surtout mettre en place le suivi de la grossesse et surtout planifier l'accouchement, puisque parfois des pathologies valvulaires cardiaques peuvent être des contre-indications à l'accouchement voix basse, et dans ce cas-là il faudra planifier une césarienne. Donc vraiment c'est primordial. Moi j'ai déjà vu, il y en a plusieurs dans mes collègues, avoir vu une patiente décédée sur table pendant l'accouchement, parce qu'elle avait une valvulopathie qui n'avait pas été diagnostiquée ni par le médecin obstétricien, ni par l'anesthésiste, et qui a décompensé en fait, pendant l'accouchement lié au bas débit, lié au saignement. Donc ça peut être gravissime. Donc voilà, donc vraiment, première consultation, pensez à l'auscultation cardiaque maternelle. Voilà, j'insiste parce que c'est marqué noir sur blanc dans les recommandations, mais on ne fait pas forcément tilt dessus et voilà, on n'accroche pas forcément. Voilà, c'est pour ça que je vous l'ai mis, donc c'était une bonne question. Question numéro 2, doit-on réaliser des examens complémentaires, donc là au cabinet, oui ou non? Donc la réponse est oui, il faut. N'oubliez pas, quand on vous pose une question comme ça, de répondre oui ou non. Généralement, c'est coté. Voilà, moi, je l'ai mis sur un point. Un frottis cervico-vaginal, d'accord, donc ça c'est quelque chose de primordial. Et puis une bandelette urinaire. Le frottis cervico-vaginal, je vous rappelle, il est recommandé chez les patientes qui ont eu des rapports sexuels, vous ne le faites pas chez une patiente vierge, mais ça se fait à partir de 25 ans. Donc, à partir de 25 ans, quel que soit l'âge des premiers rapports, parce que je vous ai dit dans les précédentes conférences, puis si jamais normal, vous le faites un an plus tard, puis tous les 3 ans. D'accord ? Donc ça ne sert à rien de le faire à 17 ans, dans l'année qui suit le premier rapport. C'est à partir de 25 ans. Et ça, c'est lié en fait à l'histoire naturelle des dysplasies cervicales liées au HPV, qui met plusieurs années à se mettre en place. Et puis la bandelette urinaire qui sera aussi systématique à chacun des examens que vous ferez, chacun des examens mensuels que vous ferez pendant le suivi de la grossesse. Question 3, donc je vous demandais de rédiger votre prescription d'examen complémentaire qui est à faire en ville. Alors qui dit rédiger une ordonnance, dit commencez toujours par mettre le nom, le prénom de la patiente et la date primordiale, puis de mettre votre nom, votre prénom, votre signature et votre numéro ADELI, donc ça c'est important. Donc ça vous oubliez pas, c'est systématique pour toute ordonnance, quelle que soit la matière. Après là, on rentre dans la question de l'obstétrique. Patiente à 10 semaines, vous lui prescrivez son échographie à faire à 12 semaines d'aménorrhée. N'oubliez pas, dites-lui que c'est important. Si jamais elle dépasse ce délai, eh bien, le fœtus sera trop volumineux.
pour pouvoir faire l'échographie de dépistage de la trisomie 21 avec notamment la mesure de la clarté nucale qui peut se faire que jusqu'à 14 semaines. Donc insistez bien, madame, faites-le dans les 15 jours qui viennent, enfin à partir de 12 semaines. Et plutôt à 12 semaines et pas plus tard, votre échographie. Vous proposez, d'accord, vous n'imposez pas, le dépistage de la trisomie 21. Et donc maintenant, on fait les marqueurs du premier trimestre, qui sont là, PAPA, PP-A, et la sous-unité bêta libre de l'HCG. HCG, c'est Human Gonadoconionic Hormone. À faire entre 11 semaines et 13 semaines d'aménorrhée et 6 jours dans un laboratoire agréé. N'oublie pas, ce n'est pas n'importe quel laboratoire, c'est un laboratoire agréé. Vous n'oubliez pas les sérologies toxoplasmose et rubéole qui sont obligatoires. Vous faites le groupe Rhesus RAI et vous pouvez faire, parce que c'est conseillé de le faire, mais ce n'est pas obligatoire, une numération formule sanguine, la sérologie VIH, l'antigène HBS et le VHC. Alors quand je dis pas obligatoire, c'est à ce terme-là. Bien sûr, l'antigène HBS sera obligatoire au 6e mois ainsi que la numération formule sanguine. Pas le VIH, pas le VHC. Attention, en revanche, vous devez le proposer. Question 4. Quel conseil lui donnez-vous concernant la toxoplasmose? On a vu que la patiente était toxoplasmose négatif. Donc, le risque, c'est qu'elle s'immunise, si jamais elle est en contact avec le toxoplasme, pendant la grossesse. Et on sait qu'une immunisation pendant la grossesse correspond à un contact avec le parasite du toxoplasme qui peut passer dans la circulation maternelle. Qui dit circulation maternelle dit va être au contact du placenta. Ça peut passer au travers le placenta et donc aller dans la circulation sanguine du fœtus et être responsable de complications infectieuses au niveau du fœtus. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter que la patiente attrape le toxoplasme pendant sa grossesse. Donc vous allez lui dire, madame, pas de contact avec les chats si jamais vous avez des chats, parce que le toxoplasme se retrouve dans les crottes des chats. Donc si jamais elle a un chat, elle évite de le toucher. Si jamais elle le touche, elle met des gants ou elle se lave les mains après, mais le mieux c'est qu'elle ne le fasse pas. Et si jamais elle doit absolument changer la litière de son chat, vous dites plutôt à votre mari, à votre conjoint, à vos enfants de le faire. Et si jamais vous êtes toute seule, vous mettez des gants et vous lavez 4 fois les mains après. D'accord? Donc c'est vraiment éviter le plus possible un contact direct avec les chats. Elle peut aussi l'attraper par alimentation. Donc la viande qu'elle mange doit être très bien cuite. C'est important de lui dire, dans les restaurants où c'est très à la mode et très prisé de manger des choses qui sont plutôt crues ou plutôt saignantes, vous dites pendant la grossesse, il faudra éviter, tout doit être bien cuit. Le toxoplasme peut aussi être dans la terre, qui était en contact avec les excréments des chats. Donc dans ce cas-là, vous lui dites évitez de faire du jardinage sans gants, et surtout de porter les doigts à la douche après. Et si jamais elle mange des fruits ou des légumes, il faut qu'elle les mange bien lavés et pelés. Donc tout ça pour éviter le contact avec le toxoplasme. Voilà. Et puis bien sûr, vous lui rappelez qu'il y aura les sérologies mensuelles à faire, obligatoires. Question 5. Je vous disais que la patiente revient vous voir 15 jours plus tard en catastrophe. Avant la date du prochain rendez-vous, elle est très inquiète parce qu'elle était en contact avec son petit-neveu qui a 6 ans, à qui on vient de diagnostiquer la varicelle aujourd'hui. Voilà, et donc sachant qu'elle était en contact hier avec son petit-neveu, il n'avait pas encore des boutons et aujourd'hui il les a. Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous lui prescrivez? Qu'est-ce que conseil vous lui donnez? Enfin, voilà, qu'est-ce que vous faites? Alors, la première chose à faire, c'est rassurer la patiente. Et là, j'insiste dessus, rassurer. C'est important dans la vraie vie, parce que c'est ce qu'elle attend de vous, en plus de la traiter. Vous êtes là pour ça, mais aussi c'est un mot-clé. Donc, mettez-le pour le CN. Vous lui dites que la patiente est probablement déjà immunisée. En effet, la plupart des gens, on est tous immunisés, la plupart d'entre nous sommes immunisés contre la varicelle, mais on ne le sait pas forcément. Beaucoup ont le souvenir d'avoir eu l'éruption quand on était petit, mais ça peut aussi passer inaperçu. C'est pour ça que vous dites, madame, vous êtes probablement immunisée, vous ne le savez pas. Donc dans ce cas-là, rassurez-vous. Et donc c'est pour ça que vous lui prescrivez en fait une sérologie varicelle à faire pour voir si jamais elle est déjà immunisée ou pas et rechercher des IgG. Si jamais elle est déjà immunisée, si jamais elle se souvient d'avoir fait sa réaction quand elle était petite, dans ce cas-là, vous réussissez, il dit qu'il n'y a pas de problème. Mais si jamais un doute, vous prescrivez quand même la sérologie. Vous lui prescrivez le valacyclovir, donc c'est le Zelitrex à prendre en attendant d'avoir les résultats, et vous arrêterez si jamais la patiente est immunisée, et vous poursuivrez quelques jours si jamais elle n'est pas immunisée. Vous lui dites surtout, alors ça c'est vraiment important, j'ai pas mis 0, ça dépend, le message important c'est que si jamais madame, il se trouve que malheureusement vous développer la varicelle,
ne venez surtout pas me voir à la maternité, d'accord? Ça c'est primordial, il faut qu'elle aille aux urgences centrales de l'hôpital, mais surtout pas à la maternité. Parce que si jamais elle a la varicelle, il ne faut surtout pas qu'elle vienne la porter à toutes les autres patientes. Et donc ça c'est vraiment un message fondamental à faire passer, c'est pour ça que je l'avais mis sur 4 points, c'est primordial. En revanche, si jamais elle a quelque chose, et il ne faut pas hésiter à venir aux urgences centrales, d'autant plus si jamais elle a de la fièvre, une gêne à respirer, parce qu'on sait que chez la patiente enceinte, la varicelle, quand elle est là, peut être beaucoup plus grave. Quelles sont les indications de perfusion d'hémoglobine polyclonale dans les infections à VZV pendant la grossesse? Alors, il n'y a pas de recommandation en fait là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que pour les injecter, il faut au moins que la patiente développe plutôt la varicelle, ça c'est sûr, ça ne se fait pas en préventif. Après, c'est un traitement qui se fait plutôt en réanimation en cas de décompensation assez sévère, mais il n'y a pas de recommandation là-dessus. Donc en fait, si jamais vous voulez absolument le mettre dans votre dossier sur la réponse, pourquoi pas, mais mettez plutôt discuter l'introduction des immunoglobulines avec l'infectiologue, mais n'affirmez pas que vous les mettez parce qu'il n'y a pas de recommandation. Du moins, j'en ai pas vu. Question 6. Finalement, tout rentre dans l'ordre. Madame C arrive aujourd'hui à sa 25e semaine d'aménorrhée. Les échographies T1 et T2 étaient normales. Donc T1, je vous rappelle, c'est 12 semaines. T2, c'est 22 semaines. Je vous dis qu'elle est toxonégative sur le prélèvement d'il y a 15 jours. Rubéole plus ancienne. L'HT21 est à 1 sur 500. La pression artérielle est normale. La molécule urinaire est négative. Elle a pris 6 kg depuis le début de la grossesse. Alors, qu'est-ce qui manque là dans ce dossier comme données obligatoires? Bon, là, c'était pour faire agir et pour faire passer un message. C'est le groupe Rhésus-RAI que vous devez absolument avoir à ce terme-là. Question 7. Votre examen clinique est sans particularité. Donc, vous êtes à 25 semaines, n'oubliez pas. Rédigez vos ordonnances pour les 2 prochains mois. Donc, je ne vous ai pas mis dans la réponse que je l'avais déjà coté avant. C'est n'oubliez pas toujours de remarquer nom, prénom de la patiente, date de la rédaction, nom, prénom du médecin, numéro ADELI, signature. Voilà, ça je l'avais parmi, mais n'oubliez pas, systématique en début, dès que vous voyez rédiger ordonnance, vous marquez ça. Après, écoutez, elle a déjà fait l'échographie T1, T2, donc vous prescrivez l'échographie 32 semaines, qui serait essentiellement une échographie de croissance. Vous prescrivez la toxoplasmose, puisqu'elle doit faire tous les mois. Vous prescrivez l'antigène HBS et la numération formule sanguine, qui sont les examens obligatoires pour le 6e mois. Vous prescrivez les RAI à faire au 6e mois si jamais la patiente est Rhésus négatif ou si jamais elle a un antécédent de transfusion, donc ça c'est obligatoire. Vous proposez la recherche du diabète gestationnel, recherche qui n'est pas obligatoire mais qui doit être proposée. Et enfin, vous prescrivez la supplémentation en vitamine D. N'oubliez pas. Question 8, elle revient vous voir à 36 semaines. L'échographie T3 donc, était normale, les examens biologiques étaient tout à fait aussi normaux, l'examen physique, pas de particularité. Vers qui l'adressez-vous? Donc là, j'avais marqué, j'ai posé cette question pour vous faire réagir et bien prendre conscience qu'il y a 2 autres personnes que la sage-femme que la patiente doit voir avant l'accouchement. C'est l'anesthésiste, si jamais elle ne l'a pas vu, donc n'oubliez pas de l'adresser à l'anesthésiste. Et c'est la sage-femme pour les cours de préparation à l'accouchement. Donc n'oubliez pas, ce sont d'autres de vos collègues vers qui vous devez adresser les patientes avant l'accouchement. Question 9. Quel prélèvement prescrivez-vous? Vous demandez le bilan de péridurale qui est NFS, plaquettes, hémostase. N'attendez pas qu'elle voie l'anesthésiste pour qu'il le demande, prescrivez-le tout de suite pour qu'elle arrive le jour J devant l'anesthésiste pour sa consultation d'anesthésie avec les résultats et que l'anesthésiste puisse conclure son dossier. Et puis n'oubliez pas le prélèvement vaginal, la recherche du streptocoque B qui est dans les recommandations par la HAS, quelque chose d'obligatoire à faire à l'avant-dernier mois. Question numéro 10, donc je vous disais que la patiente accouche à terme sans complications d'une fille eutrophe, 3,450 kg, qu'elle désire allaiter. On vous appelle à J3 du postpartum pour une fièvre à 38 degrés, donc c'est voilà, elle a le sein droit très douloureux et très inflammatoire. Le Budin est négatif et donc moi je vous demandais qu'est-ce que le signe de Budin, quel est votre diagnostic et vos prescriptions. Alors bien sûr, tout ce que je vais vous dire, je sous-tendais que le reste des examens étaient normaux, comme on l'avait vu dans le premier dossier de cette conférence. Bien sûr qu'il n'y a pas de complications infectieuses, une pyélonéphrite, vous avez éliminé une thrombophlébite ou une endométrite. Le seul point d'appel que vous avez, c'est ce sein douloureux, inflammatoire et cette fièvre.
Donc, le signe de Budin, qu'est-ce que c'est? En fait, vous allez rechercher du pus dans le lait. Donc, vous allez demander à la patiente de faire tomber une petite goutte de son lait sur une compresse blanche et vous allez regarder sur la compresse si jamais la goutte de lait qui tombe reste homogène ou si jamais il apparaît en son centre un petit halo jaune qui correspond à du pus. Donc c'est ça que vous recherchez. Et donc quand on dit Budin négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de signe de pus au milieu et que donc tout est rassurant. C'est donc une lymphangite, d'accord? Donc c'est la définition. Une lymphangite est un sein chaud, inflammatoire, avec de la fièvre. Et vous verrez, ça peut donner parfois beaucoup de fièvre, 39, 40. Mais c'est une lymphangite. Donc vous lui prescrivez des antalgiques, vous lui donnez du paracétamol. Le traitement, c'est l'aspégique, 500 mg 3 fois par jour pendant 48 heures. C'est un traitement vraiment formidable pour les lymphangites. Et vous l'éduquez, parce que si jamais elle a une lymphangite, c'est-à-dire que le sang est engorgé, qu'elle n'a pas réussi à bien le vider, et donc il est sous tension, et donc ça crée une inflammation. Donc vous dites bien, madame, il faut absolument vider votre sein, bien le soulager pour éviter que ça continue comme ça. Pour le masser, vous lui dites bien, vous n'essayez pas de presser comme ça pour le vider, parce qu'en fait, dans ce cas-là, elle va altérer encore les galactophores, les petits conduits. Il faut qu'elle masse son sein comme ça de façon circulaire. Et vous lui montrez bien, madame, vous massez de façon circulaire votre sein. Et après, vous pressez un petit peu sur le bout pour faire écouler le lait. Mais le massage doit se faire de façon circulaire. Et pour se soulager, elle peut aussi prendre de l'eau chaude avec le pommeau de la douche et se remettre sur le sein et masser de façon circulaire et bien vider son sein après. Il ne faut pas qu'elle arrête l'allaitement, parce que si jamais elle arrête l'allaitement, les seins vont être encore plus engorgés, ça va ne faire qu'aggraver les choses. Et bien sûr, vous lui dites, madame, si jamais c'est une lymphangite et que vous suivez bien les conseils que je vous donne, que vous videz bien vos seins, que vous continuez l'allaitement, ça doit s'arrêter dans 48 heures. Donc si jamais ça persiste dans 48 heures, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a peut-être autre chose, dans ce cas-là, il faut qu'elle revienne. Donc madame, si dans 48 heures ça n'a pas passé, vous revenez me voir aux urgences ou en consultation. Quel est le diagnostic si le signe de Budin est positif? Alors, si jamais le signe de Budin est positif, ça veut dire que, eh bien, il y a du pus, donc il y a vraiment une infection, et dans ce cas-là, on parle de galactophorite. Et donc là, vous mettrez des antibiotiques. Il y aura une contre-indication à l'allaitement du côté du sein atteint, mais pas de l'autre côté. En revanche, du côté du sein atteint avec du lait qui est infecté, vous lui prescrivez un tire-lait où elle va tirer son lait pour soulager le sein et jeter le lait du côté où le lait est pathologique. Donc ça, c'est primordial. Budin positif égale galactophorite égale antibiotique égale le côté atteint. Je n'allaite plus mon bébé, je tire le lait pour le vider, mais je jette le lait, je ne le donne surtout pas au bébé.